les classements au niveau mondial, c'est-à-dire l'ensemble des pays, et le classement des pays en développement. Ce qui est très intéressant de voir au niveau mondial, tout ça c'est récent, hein, ça c'est de janvier 2013. Hein. Au niveau mondial, le classement qui est fait par l'ensemble des pays de l'Open Group des Nations Unies, c'est l'énergie qui arrive comme objectif premier du développement durable. Donc ça répond bien sûr ici à pas mal de questions qu'on s'est posées à l'heure actuelle sur l'énergie. Attention, ça ne veut pas dire que ces classements-là actuels, c'est des classements de négociation, etc., qui vont être retenus, mais c'est quand même indicatif. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus plein de classements de la sorte pour essayer d'arriver, puisque, comme je disais ce matin, les Nations Unies veulent une participation universelle pour ces objectifs, donc vous allez avoir, peut-être vous avez déjà répondu à des sondages là-dessus, il y a beaucoup de sondages par email, etc., et c'est toujours à peu près la même procédure. Alors, vous voyez d'ailleurs que si c'est le premier rang l'énergie au niveau mondial, l'énergie n'arrive qu'au deuxième rang, mais arrive quand même au deuxième rang chez les pays en développement. On est d'accord? Donc, vous voyez quand même que là, il y a une tendance très nette qui s'affirme, donc début 2013, puisqu'on est au début des négociations, en ce qui concerne l'énergie. Au niveau mondial, je ne sais pas tous, le top 10, je suis arrivé à 10, parce que les Nations Unies veulent les 10 meilleurs chanteurs, si vous voulez, pour blaguer. La sécurité alimentaire est en 2 et en 3 dans les pays en développement. Pour l'assainissement est plus prioritaire finalement dans le classement mondial que dans le classement des pays en développement. Ainsi de suite, vous avez les modes de production et de consommation durable qui sont beaucoup plus significatifs au niveau de la planète que pour les pays en développement qui sont 14e. Donc déjà, si vous voulez, une première comparaison montre d'abord quelle est la tendance mondiale, puisque les OED sont mondiales, et comment, je dirais, les pays en développement se positionnent par rapport à ce classement mondial. Ça, c'est un premier point en ce qui concerne les champs prioritaires, d'où on en est un petit peu à l'heure actuelle. Vous avez, alors, sur les modes de production et développement durable, et modes de production et de consommation durable, l'objectif, et ça c'est depuis Rio, c'est de faire en sorte qu'on soit moins consommateur d'environnement et qu'on ait une production qui soit plus efficiente. C'est-à-dire que si je compare les niveaux de vie avec l'utilisation des ressources naturelles à l'heure actuelle, il faut qu'on se fixe en matière environnementale un plafond qui serait la surconsommation et un plancher qui c'est la consommation et l'utilisation de ressources naturelles qui permettrait une vie digne à l'ensemble de la population mondiale. Or, où on se situe à l'heure actuelle, les pays en développement consomment moins de ressources naturelles mais ont un niveau de vie plus bas, l'Europe de l'Est se situe au-dessus, et les pays industrialisés sont les plus consommateurs naturels avec un niveau de vie, comme vous vous en doutez, qui est surélevé. Donc tout l'objectif de ces changements de mode de production et de consommation, c'est de faire en sorte qu'on aille vers une convergence, c'est-à-dire que les consommations, le niveau de vie des pays en développement vont vers la droite, en remontant leur consommation environnementale. Les pays industrialisés diminuent l'utilisation des ressources naturelles et maintiennent leur niveau de vie, etc. L'Europe de l'Est. Donc là, il y a un certain nombre de grandes tendances, il y a plusieurs scénarios en la matière, en sachant que si on continuait, si la planète continue à vivre comme le font les pays industrialisés à l'heure actuelle, ça deviendra insoutenable dans les années à venir au niveau de la planète. Donc il faut nécessairement qu'il y ait contraction pour ceux qui consomment le plus, et puis convergence, c'est-à-dire faire remonter ceux qui consomment le moins, pour parler simplement. Donc là, vous avez des données qui sont très chiffrées, c'est-à-dire on sait déjà que dans tel domaine, pour fabriquer, je ne sais pas, quelque chose qui vaut 100 $, on avait, je ne sais pas, 10 de consommation intermédiaire, voilà 10 ans ou 20 ans. Maintenant, pour produire ces mêmes 10, on n'a plus que 1 de consommation intermédiaire. C'est-à-dire qu'on veut déconnecter, si vous voulez, la production des consommations de ressources naturelles. Donc là encore, un vrai débat qu'il faut, je dirais, alimenter avec les données techniques correspondant à des cas précis. Donc les scénarios de convergence, je crois les développer ici. Le quatrième point, je vous l'ai dit, dans la méthode, c'est la mesure, l'évaluation de la soutenabilité et les indicateurs. Alors, pour l'évaluation de la soutenabilité, alors les questions qui se posent, c'est de savoir est-ce que le niveau actuel de bien-être
pourra être au moins maintenu pour les générations à venir. C'est-à-dire on commence toujours par se poser un certain nombre de questions, en sachant que le statu quo pose un certain nombre de problèmes. Toute l'incertitude vient du fait que la soutenabilité concerne l'avenir. Et à partir du moment où on fait des choix sur l'avenir, cela implique nécessairement de faire des hypothèses et d'autres choix qui sont normatifs. C'est-à-dire c'est pas tellement sur le passé qu'on se pose, mais si je me dis le bien-être mondial dans 20 ans, qu'est-ce qu'il va être, il est évident que je suis forcé à faire je suis forcé de partir d'un certain nombre d'hypothèses et de faire des choix. Déjà sur les hypothèses et les choix, vous vous doutez bien qu'il y a là encore un niveau de débat qui est très alimenté et soutenu au niveau mondial. Alors, les difficultés principales viennent, et ça vous le savez, la soutenabilité environnementale, elle est interconnectée avec les modèles socio-économiques et environnementaux que l'on va choisir, quel type de modèle de développement socio-économique on va choisir, et il est évident que là, les effets sur l'environnement sont significatifs. Et enfin, là tout le monde est d'accord, l'évaluation de la soutenabilité nécessite qu'on ait un ensemble d'indicateurs qui soient correctement déficits. Si vous voulez, en ce qui concerne le bien-être futur, c'est un petit peu, lorsqu'on fait de l'adaptation, la vulnérabilité actuelle, la vulnérabilité future. Donc on raisonne en un